Bonjour Dominique. Et écoute, très heureux de faire cette nouvelle interview en marchant avec toi à Santé Expo en 2025, puisque tu t'en rappelles, on avait inauguré cette nouvelle rubrique qui est maintenant un des joyaux en fait de l'œil de la santé, où on partage la vision stratégique des acteurs de santé. Alors forcément Dominique, il nous tenait à cœur de continuer cette année à refaire cette interview en marchant. Tu nous avais promis que la Poste Santé Autonomie que tu diriges serait dès 2024-2025 sur des projets collaboratifs. Et j'étais invité hier à la conférence de presse sur ce beau projet d'Alliance SIH que vous venez de lancer. Donc vous, la Poste Santé Autonomie, CEPAGE et les hospices de Lyon, pour créer le système hospitalier de demain. Donc toujours aussi ambitieux, mais aussi un homme pragmatique. Donc Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette alliance SIH, elle illustre la stratégie que tu nous avais présentée l'an dernier? Bon, salut Jérôme et bonjour l'œil de la santé. Ouais, tu sais, l'an dernier, en fait, je t'avais expliqué que notre ambition, c'était de créer avec la Poste Santé Autonomie un acteur du numérique en santé de long terme, suffisamment puissant, qui a une capacité d'un gros industriel avec un capital public, la Caisse des dépôts, l'État, pour donner de la stabilité autour des sujets de souveraineté numérique. Tu le sais, tout le monde le sait, je suis un militant de la souveraineté numérique et je crois à ça. Et je crois qu'il faut défendre ça. Et je ne suis pas souverain que depuis Trump, tu vois. Je suis souverain depuis 25 ans, moi. Et donc, en gros, ce que je t'avais dit, on va d'abord constituer au travers d'acquisitions de sociétés, Maincare, Eva, Wellium, Careside, des actifs pour créer un pôle qui soit sur toute la chaîne de valeur de la donnée de santé. Puis ensuite, on a complété ça avec du cloud dédié à la santé souverain, avec NumSpot, de l'IA générative en santé avec Dalvia. Et maintenant, ce qu'on s'est dit, c'est que maintenant, il faut fédérer un écosystème autour de nous. Et donc, les acteurs de bonne volonté, plutôt d'intérêt général, plutôt à capital public et plutôt souverain, comme les Hospices Civils de Lyon, comme CEPAGE, et il y en aura d'autres dans le futur. On leur a dit, écoutez, au lieu d'être concurrents, c'est débile, construisons ensemble des modèles de systèmes d'information ouverts, centrés sur la data, comme on retrouve dans tous les pays civilisés du numérique en santé. Et au lieu de se faire concurrence, on mutualise nos moyens. Donc avec ces deux acteurs, on présente à peu près une puissance de calcul et de développement d'à peu près 1000 développeurs. Et on s'est dit, on va converger vers des systèmes de santé pour les hôpitaux qui soient centrés data sur des normes internationales. Et donc on a regardé ce qui se faisait à l'étranger. Voilà, et tous les pays qui ont vraiment avancé, ils ont une architecture avec des bases de données uniques dans les hôpitaux, sur des normes comme OpenEHR, comme FHIR, comme OMOP. Et on s'est dit, c'est pas possible que la France n'en soit pas là aujourd'hui. Donc, et plutôt que de faire ça de façon fragmentée, faisons ça avec tous les acteurs de bonne volonté. C'est ce qu'on a annoncé aujourd'hui avec Alliance SIH. Donc, tu vois, je suis quand même déter dans mes valeurs et dans ce que je veux construire. Alors Dominique, tu viens d'évoquer le terme également de souveraineté. C'est pas nouveau chez toi. Tu viens de dire, ça fait 25 ans que tu travailles dans ce domaine. Maintenant, on a quand même un contexte, un momentum géopolitique qui est important. Je sais aussi que tu es un Européen convaincu. Est-ce que c'est avec le cadre, notamment le règlement sur l'espace donné de santé qui est en train de changer, d'évoluer, qui a été donc une des actualités fortes de 2025. Est-ce que tu penses qu'il y a un momentum pour les acteurs européens d'avoir une vraie proposition, une vraie offre de solutions souveraines pour les acteurs de santé qu'on voit ici à Santé Expo? En fait, je pense qu'effectivement, il y a un momentum, mais qui n'est pas tellement lié à l'espace européen des données de santé ou des lois, l'IACT, etc. Je pense que, sincèrement, et je le dis sans sarcasme, c'est l'effet Trump. Ouais. L'effet Trump, c'est une conscience à nouveau ravivée de l'Europe, de globalement se dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas être juste des colonisés du numérique. Et donc, moi, je pense que cette prise de conscience sociétale, politique, fait qu'on a un momentum, effectivement, en s'appuyant sur la réglementation européenne, l'initiative Espace européen des données de santé, avec tous les acteurs de bonne volonté pour créer des cas d'usage, mais il faut aller vite. En fait, l'histoire de la souveraineté, il ne faut pas que ça soit un feu de paille parce que ça va se construire dans la durée. Et donc la souveraineté, il faut juste comprendre que ce n'est pas une religion, c'est une stratégie d'autonomisation de l'Europe en matière de technologie. Et une stratégie, ça mérite d'être malin, mais surtout de voir les choses sur le long terme. Donc en fait, il ne faut pas que ça soit un feu de paille, la souveraineté. Il faut que ça soit une conviction profonde de l'Europe en se disant
On ne va pas tout faire d'un coup en étant autonome, ce n'est pas l'autarcie, c'est plutôt de l'indépendance. Mais par contre, on est déterminé. Et la santé numérique, les données de santé, franchement, il faut qu'on ait ce volontarisme souverain. Sinon, on ne s'en sortira pas, franchement. Dominique, en 2024, tu avais fait plein de promesses et comme je sais que tu es un homme d'engagement, tu les as tenues. C'est quoi les grands enjeux, les grands projets au-delà de cette alliance SIH pour la Poste Santé Autonomie en 2025 ? Prouver qu'on peut changer de paradigme entre les acteurs du numérique en santé qui sont concurrents en disant on va prouver sur l'année 2025 et 2026 que des acteurs concurrents vont bosser ensemble, vont construire ensemble un système du futur sans se faire concurrence et au contraire en mutualisant nos moyens, c'est-à-dire avec une conscience collective, y compris avec des sociétés différentes, qu'en fait il faut qu'on soit responsable des deniers publics et de l'argent public parce que les hôpitaux ils auront de moins en moins d'argent. Donc on va prouver qu'on est capable de changer de paradigme sur ces sujets de concurrence entre industriels du numérique. Dominique, on va se revoir cette année à Horizon 360 Santé que tu organises chaque année, donc au mois d'octobre prochain, pour également voir un élément qui est important, qui est l'écosystème que tu réunis avec l'ensemble des acteurs de la Poste Santé Autonomie. Donc on va continuer à faire ces belles interviews en marchant. Merci Dominique. Merci à toi Jérôme. Je suis présente aujourd'hui sur le stand Aucantis, sur Santexpo, dans le cadre d'un atelier dédié à la cybersécurité. Le sujet est celui de l'anticipation. Alors pourquoi aborder la question juridique sur l'anticipation ? Parce qu'elle fait pleinement partie de la préparation aux risques juridiques. Lorsqu'on parle des établissements de santé et de la cybersécurité, ils ont un double positionnement. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois positionnés en qualité de responsables, puisqu'ils doivent répondre à un certain nombre d'obligations pour faire face à la sécurité des données, mais ils sont également victimes. Victimes, le cas échéant, de cyberattaques, victimes de mauvais fonctionnement au sein de l'établissement. Ce double positionnement oblige à une anticipation majeure du risque pour limiter bien sûr la responsabilité, mais aussi et surtout pour faire de ce levier en amont un levier d'action pour non plus faire de la cybersécurité une contrainte, mais une façon de faire avancer le sujet du numérique au sein de l'établissement. On avait pris conscience de ce qu'était la cybersécurité avant notre cyberattaque qui nous a touchés en août 2022 et on était sur la fin de la première année de notre déploiement de la sécurité sur le CHSF qui était prévu sur 7 ans. Malheureusement, on a été fauchés par cette cyberattaque parce qu'on n'était pas prêt. Mais vous savez ce que coûte la sécurisation d'un système d'information et donc c'est pour ça qu'on a été obligé de le faire sur plusieurs années. Donc est arrivée la cyberattaque, une nuit d'août 2022, je crois le 21. Heureusement, le réflexe de la DSI, ça a été débranché. Et donc nos données n'ont pas été encryptées et on a fini par pouvoir les récupérer, donc ça on a eu quand même beaucoup de chance, mais on a vécu quand même le blackout total pendant plusieurs mois sans système d'information. Il y a eu plusieurs choix stratégiques qui ont été faits. On a décidé de ne pas reconstruire complètement le système d'information avant de le remettre en place. Ce qui fait qu'au bout de 2 mois et demi à peu près, on a récupéré notre système d'information, brinque-ballant, sur des bases difficiles, ralenties, pas avec toutes les options habituelles, mais en tout cas on a pu repartir sur une trajectoire. Mais entre-temps, ça a été la trajectoire papier. Alors, un service d'hospitalisation, c'est facile. On est capable de se remettre au papier, de refaire des prescriptions à la main, de les signer, les dater. Voilà, on réapprend aux internes à le faire qui ne l'ont jamais fait de leur vie. Ça, c'est entre guillemets facile. Par contre, comment faites-vous pour faire fonctionner une pharmacie de la taille d'une PUI comme au CHSF ? Comment vous faites transmettre les informations du laboratoire de biologie qui n'est plus capable de faire 3000 à 4000 examens par jour, mais 600 par jour ? Et comment on diffuse l'information ? Comment vous faites de l'imagerie sans pouvoir avoir un PAX et en étant obligé de vous déplacer ? À chaque fois que vous faites une radio, vous allez sur la console. Voilà, donc c'est tout ça qu'il a fallu réinventer. Protéger la donnée immédiatement, ça c'est sûr. Donc s'il faut couper les systèmes d'information, il faut le faire. Par contre, évidemment, il faut avoir fait en sorte de canaliser les données et qu'elles ne soient pas accessibles par une porte d'entrée
fini le bastion, on doit évidemment siloter et faire en sorte que s'il y a une attaque sur l'imagerie, ça ne touche pas la biologie, ça ne touche pas l'ensemble du système d'information. Voilà, enfin, je pense que c'est un des conseils, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, hein. L'Écosse, c'est pas forcément un pays auquel on pense pour l'innovation en santé et encore moins dans le secteur numérique. Mais c'est un secteur qui emploie plus de 42 000 personnes et qui contribue à plus de 10 milliards de livres sterling au PIB de l'Écosse. Et on a pensé que c'était important d'avoir une présence ici pour rencontrer tous les acteurs du secteur français. On a des entreprises aussi bien du diagnostic. Alors c'est compliqué d'en choisir une, mais une en particulier qui sort du lot est Novosound, juste à côté, qui construit une montre connectée qui permet de mesurer la tension artérielle et de faire des diagnostics en temps réel. Cette montre peut être intégrée aussi à d'autres systèmes, comme d'autres marques de montres connectées françaises qui seraient intéressées de développer ces partenariats. C'est pour ça qu'on les a ramenés sur Santexpo. Ça fait 1 an qu'on a lancé notre stratégie autour de l'IA et de l'innovation. Cette stratégie s'inscrit pleinement dans notre projet Métamorphose, qui est notre projet d'entreprise de transformation de Numifrance. Et cette stratégie autour de l'IA, elle se décline en 3 axes qu'on avait annoncés. Un axe, l'IA Inside, notre capacité à développer par nous-mêmes des solutions. Et on présente aujourd'hui sur le stand, des solutions que nous avons développées. Et puis ce fameux store qui est donc la création d'un écosystème, référencer des entreprises, des modules qui proposent des solutions complémentaires à nos offres. On a donc référencé 12 entreprises qui ont des cas d'usage concrets, qui amènent du concret aux établissements et qui, grâce à la valeur qu'ils ont pu apporter, et on donnera la parole à Hicham Chehad d'Optacare tout à l'heure pour présenter sa solution, permettent au quotidien d'avoir de l'optimisation, d'avoir du gain de temps, de l'efficience pour les établissements. Notre vision, c'est que l'innovation doit être au cœur de nos préoccupations. C'est vraiment dans notre stratégie d'accélération. L'innovation est fondamentale. Toutes les directions sont embarquées dans cet état d'esprit. On a aussi une direction de la stratégie de l'innovation qui travaille avec une méthodologie auprès des établissements pour identifier des cas d'usage, pour avoir des concrétisations, amener du concret, trouver vraiment des sujets qui sont porteurs de sens et d'efficience pour l'hôpital. Et dans chaque direction, on amène l'IA, et c'est le rôle de ma direction en fait, d'apporter l'IA, de développer des choses comme je le disais par nous-mêmes, toujours dans cet esprit d'efficience, c'est-à-dire de faire gagner du temps aux professionnels, d'avoir du concret, des choses simples du quotidien, avec des optimisations à la fois en termes d'ergonomie, mais aussi de fonctionnalités de retranscription, plein de fonctionnalités que l'on a développées. Pour choisir les entreprises, les modules qui viennent rejoindre notre store, c'est déjà la volonté de rentrer dans l'écosystème de Numifrance, donc de rentrer dans cet écosystème de confiance, d'avoir on le disait, un cas d'usage, d'avoir du concret, pas seulement une plateforme technologique, mais apporter une vraie solution. Et puis de passer un certain nombre de critères. On a un dossier à remplir, on a des critères de sélection, une commission qui regroupe toutes les directions et qui s'expriment, et on prend une décision collective pour référencer le module dans notre store. Bonjour, donc Optacare est un éditeur de logiciels pour l'optimisation et l'aide à la décision pour les établissements de santé. Donc en fait, on propose une gamme de solutions basées sur l'IA qui vont apporter à la fois des prévisions sur l'arrivée de patients aux urgences, la consommation des médicaments dans les pharmacies, mais également toute la partie gestion des ressources hospitalières, que ce soit les plannings du personnel soignant et du non médical, ou alors tout ce qui est planification des parcours des patients dans les hôpitaux du jour. Alors, ce partenariat rentre dans notre stratégie et dans nos objectifs à nous, Optacare, d'intégrer cet écosystème santé qui est très, très riche, très large déjà,
et surtout de travailler avec des acteurs dans l'innovation tels que Numifrance aujourd'hui et des acteurs historiques, j'entends. Et en gros d'apporter, comme l'a dit Jérôme à l'instant, d'apporter une solution concrète de A à Z qui couvre à la fois la partie GRH, GTT, mais aussi la partie gestion des plannings optimisés, intelligents, etc. En travaillant surtout sur une intégration simple. L'objectif des plannings, c'est de faire gagner du temps aux soignants. Mais un des objectifs de ce partenariat, c'est également de faire gagner du temps aux DSI et aux équipes techniques dans les hôpitaux, et donc de proposer une solution complète qui va intégrer tout cet écosystème numérique dans les hôpitaux, en travaillant du coup sur l'interopérabilité, sur la sécurité et surtout sur la souveraineté des données qui vont transiter entre guillemets entre les deux solutions, que ce soit celle de Numifrance et celle d'Optacare. Effectivement, on a été référencé avec pas mal d'acteurs, et puis on a remporté depuis un peu plus d'un an maintenant plusieurs prix qui sont le fruit, entre guillemets, d'un fruit d'une douzaine d'années maintenant, parce que la société a 12 ans aujourd'hui, même si on a pris un virage santé à 100% qu'en 2022. Mais en gros, nos solutions ont des dizaines d'années d'historique aujourd'hui dans différents types d'établissements, que ce soit des collectivités locales, anciennement, des sociétés dans l'industrie, dans la supply chain, et depuis 2022, beaucoup dans les établissements de santé. Donc c'est une récompense, on va dire, pour tout le travail de l'équipe d'Optacare, de notre écosystème, nos investisseurs, nos actionnaires historiques également. Et donc, ça permet, encore une fois, de prouver qu'on est là pour apporter, encore une fois, une solution concrète pour les établissements de santé, en répondant à un objectif principal, c'est comment redonner du temps aux soignants. Mon conseil sur l'IA, c'est que la donnée est importante, mais je pense qu'il est le plus important, c'est de bien identifier le cas d'usage et de travailler l'adoption par les professionnels, les conditions qui font qu'on va pouvoir généraliser, et ça c'est notre force d'industriel, de pouvoir généraliser des modules, puisqu'on cherche du concret et on le cherche à le déployer, à le développer, le diffuser largement à grande échelle. Alors moi, mon conseil pour l'IA, c'est vraiment de prendre l'IA comme un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas un objectif, une finalité en soi. L'IA, elle est là pour aider les soignants, pour aider les établissements de santé à gagner en efficience, à gagner en efficacité, et jamais là pour remplacer justement les soignants. Donc il faut que ça soit une IA éthique, souveraine, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc qui répond principalement aux objectifs des hôpitaux, quel que soit le type de l'IA ou des algorithmes utilisés dans les solutions numériques aujourd'hui.